En hiver 1856, dans un coin reculé du sud-est de l'Ohio, 3 garçons nouveau-nés vinrent au monde dans des circonstances si extraordinaires que les professionnels de la médecine en débattent encore aujourd'hui à voix basse. Nés dans le sous-sol dissimulé d'une maison de réunion Quaker, durant l'une des nuits les plus dangereuses de l'histoire du chemin de fer clandestin, ces triplés développèrent des capacités qui défiaient toutes les lois connues de la psychologie et de la physiologie humaine. Pendant plus d'un siècle, leurs descendants ont gardé le secret de ce que ces garçons étaient capables de faire. Des secrets qui, s'ils étaient révélés, nous obligeraient à reconsidérer tout ce que nous pensions savoir sur les limites de la perception humaine. Ce que je vais vous révéler n'a jamais été raconté en dehors des archives familiales, jamais documenté dans une revue médicale officielle et jamais évoqué dans un cercle universitaire. Les preuves ont été délibérément enterrées. Mais ce soir, la vérité éclate enfin au grand jour. Avant de plonger plus profondément dans ce récit glaçant qui commence dans l'ombre du réseau de sauvetage le plus secret d'Amérique, j'ai besoin de savoir quelque chose sur vous. Cette chaîne n'est pas faite pour tout le monde, seulement pour ceux qui sont assez courageux pour affronter des mystères qui remettent en question les fondements mêmes de ce que nous croyons possible. Si vous faites partie de ceux qui peuvent supporter des histoires qui brouillent la frontière entre l'histoire documentée et les phénomènes inexplicables, abonnez-vous dès maintenant. Et tant que vous y êtes, laissez un commentaire en indiquant depuis quel état vous écoutez. Je veux savoir où se rassemblent ce soir mes compagnons chercheurs de mystères, car ce que vous êtes sur le point d'entendre ne s'est pas produit dans une terre mystique lointaine, mais ici même, en Amérique, dans des communautés qui pourraient être dangereusement proches de la vôtre. L'histoire que je vais vous raconter a commencé lors d'une nuit glaciale de février, lorsque 3 vies entrèrent dans ce monde à l'endroit le plus improbable que l'on puisse imaginer, déclenchant une suite d'événements qui allaient déconcerter médecins et scientifiques pendant des générations. La ville de Cedar Mills, dans l'Ohio, méritait à peine ce nom en 1856. Avec une population d'environ 300 âmes, elle se composait de quelques maisons modestes, d'un magasin général, d'une forge et de la simple maison de réunion en briques qui servait à la communauté Quaker locale. Contrairement à leurs voisins chrétiens plus démonstratifs, les membres de la Société des Amis pratiquaient leur foi en silence, leur tenue sobre et leur attitude solennelle, reflétant un engagement profond envers la simplicité et, surtout, envers la croyance radicale, selon laquelle tous les êtres humains sont égaux aux yeux de Dieu. Cette conviction avait transformé leur maison de réunion en quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple lieu de culte. Elle était devenue la station numéro 14 du chemin de fer clandestin, une étape cruciale pour les chercheurs de liberté fuyant le Kentucky et la Virginie vers le nord. L'ancien Samuel Whitmore, un homme dont les mains burinées témoignaient de décennies de travail de la terre et dont les yeux gris perçants renfermèrent des secrets capables de faire pendre la moitié de la congrégation, menait ce travail clandestin depuis près de 8 ans. Sous le plancher de bois ordinaire de la maison de réunion se trouvait un sous-sol soigneusement dissimulé, accessible par une trappe cachée sous l'estrade du prédicateur. Ce sous-sol était une merveille d'ingénierie désespérée. Creusé à la main au cours de mois de travail minutieux, il s'étendait sur presque toute la longueur du bâtiment. D'épaisses poutres de bois soutenaient le plafond, tandis que la ventilation était assurée par un ingénieux système de poteaux de clôture creux qui semblaient décoratifs, mais apportèrent de l'air frais à ceux qui se cachaient en dessous. Chaque semaine, entre 3 et 15 chercheurs de liberté pouvaient y trouver refuge, certains pour une seule nuit, d'autres pour plusieurs semaines, en attendant un passage sûr vers la station suivante. Le mois de février 1856 avait été particulièrement périlleux. La loi sur les esclaves fugitifs de 1850 avait enhardi les chasseurs d'esclaves qui circulaient désormais librement dans l'Ohio, avec l'autorité légale de reprendre ce qu'ils considéraient comme une propriété humaine. Des chasseurs de primes professionnels, comme les tristement célèbres frères Garrett, avaient été aperçus dans la région pendant des semaines, offrant des récompenses substantielles pour toute information sur les opérations du chemin de fer clandestin. La tension à Cedar Mills était si épaisse qu'on aurait pu presque la goûter. Chaque visiteur inattendu, chaque coup frappé à la porte après la tombée de la nuit, chaque bruit inhabituel pouvait annoncer la découverte et l'emprisonnement. C'est dans ce climat de peur et de secret qu'une jeune femme arriva à la maison de réunion 3 jours plus tôt. Elle avait donné pour seul nom Ruth, affirmait avoir 19 ans et était visiblement enceinte, très enceinte.
Samuel Whitmore n'avait eu besoin que d'un regard sur son ventre gonflé pour comprendre qu'elle n'irait pas plus au nord avant longtemps. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était à quel point cet enfant arriverait vite, ni à quel point cette naissance changerait profondément tout ce qu'il pensait savoir sur la nature humaine. Ruth venait d'une plantation du nord du Kentucky, leur expliqua-t-elle, lors de conversations chuchotées pendant ses premières nuits dans le sous-sol. Elle parlait avec la diction soignée de quelqu'un qui avait appris à lire, chose inhabituelle dans sa situation, et se comportait avec une dignité qui impressionnait même les Quakers les plus stoïques. Mais il y avait autre chose chez elle, quelque chose qui mettait mal à l'aise sans que l'on comprenne vraiment pourquoi. Elle semblait savoir des choses, de petites choses, mais troublantes par leur exactitude. Elle savait quand quelqu'un approchait de la maison de réunion bien avant que le moindre bruit ne soit audible. Elle refusait des aliments qui se révélaient plus tard avariés, alors qu'ils semblaient parfaitement frais. Mais le plus déconcertant était la façon dont elle regardait parfois directement la personne qui parlait et contredisait calmement ses paroles, non pas de manière argumentative, mais avec la certitude tranquille de quelqu'un qui sait simplement mieux. « L'homme qui a apporté les provisions hier » avait-elle dit à Martha, l'épouse de Samuel, lors de sa deuxième soirée. « Il vous a dit qu'il s'appelait Williams, n'est-ce pas? Et qu'il venait de Lancaster. » Martha avait acquiescé, confuse. « Il ne s'appelle pas Williams, » avait poursuivi Ruth, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Et il n'est jamais allé à Lancaster de toute sa vie. Je ne sais pas pourquoi il vous a menti, mais il l'a fait. » Martha avait d'abord mis cela sur le compte des élucubrations paranoïaques d'une jeune femme enceinte et terrifiée, jusqu'à ce que, 2 jours plus tard, la véritable identité de l'homme soit découverte. Il utilisait bien un faux nom et posait des questions suspectes sur les activités de la maison de réunion. La nuit du 23 février 1856 commença comme tant d'autres à Cedar Mills, froide, sombre et trompeusement calme. Samuel Whitmore menait ses prières du soir, lorsqu'un léger coup frappa à la porte, suivi du signal convenu. 3 coups rapides, une pause, puis 2 autres. Mais quelque chose semblait anormal dès l'instant où Samuel souleva la lourde barre de bois qui bloquait la porte. Le chercheur de liberté qui trébucha à l'intérieur s'appelait Joshua, un homme que Samuel avait déjà aidé auparavant. Mais son calme habituel avait laissé place à une panique à peine contenue. « Ils arrivent !» haleta Joshua, son souffle formant des nuages blancs dans l'air glacial. Les frères Garrett et au moins 6 autres. Ils ont des chiens, et ils savent pour cet endroit. Quelqu'un a parlé. Il marqua une pause, jetant des regards vers l'entrée du sous-sol. Ils sont peut-être à 2 heures derrière moi, probablement moins. Samuel sentit son sang se glacer. En 8 années de travail sur le chemin de fer clandestin, il n'avait jamais été confronté à une menace aussi directe. La maison de réunion avait toujours été considérée comme sûre, protégée par la réputation d'honnêteté de la communauté et par leur sécurité opérationnelle rigoureuse. Mais si les Garrett arrivaient avec des chiens et une connaissance précise du sous-sol, alors quelqu'un les avait bel et bien trahis. Le problème immédiat était l'évacuation. 7 personnes se trouvaient actuellement dans le sous-sol, dont Ruth, qui ressentait des contractions intermittentes depuis la majeure partie de la journée. Martha Whitmore surveillait son état, espérant que l'accouchement n'aurait pas lieu avant au moins 1 semaine. Mais la nature en décida autrement. Comme si les paroles de Joshua l'avaient invoqué, un gémissement sourd résonna sous les planches du plancher. Le visage de Martha pâlit. « Samuel, » murmura-t-elle, « le moment de Ruth est arrivé, maintenant. » Les heures qui suivirent se déroulèrent comme un cauchemar sculpté dans la glace et la peur. Samuel et 2 autres hommes évacuèrent frénétiquement les 6 autres chercheurs de liberté par le tunnel nord, dissimulé de la maison de réunion, un passage creusé à la main qui débouchait à près d'1 demi-kilomètre de là, dans un bosquet dense de chênes. Martha et sa fille Rebecca descendirent dans le sous-sol pour assister Ruth pendant son travail. Ce qu'elles découvrirent dans cet espace étroit et faiblement éclairé remit en question toute leur certitude sur l'accouchement. Ruth était bien en travail actif, mais quelque chose n'allait pas. Elle ne présentait aucun des signes habituels de détresse ou de douleur qui accompagnent les accouchements difficiles. Au lieu de cela, elle était allongée parfaitement immobile sur le matelas de paille grossier, les yeux fermés, la respiration régulière et maîtrisée. Lorsque les contractions survenaient, elle ne criait pas et ne crispait même pas ses muscles. Elle attendait simplement, comme si elle écoutait quelque chose que seule elle pouvait entendre. « Combien de bébés ?» demanda Martha en posant l'oreille contre le ventre gonflé de Ruth,
selon la méthode traditionnelle des sages-femmes. Les yeux de Ruth s'ouvrirent pour la première fois depuis 1 heure. À la lueur vacillante de la bougie, ils semblaient presque lumineux. « 3, dit-elle simplement. 3 garçons. Ils attendaient cette nuit. Martha échangea un regard inquiet avec sa fille. Les triplés étaient déjà rares dans les meilleures conditions, mais des triplés nés dans un sous-sol caché, tandis que des chasseurs d'esclaves approchaient avec des chiens, dépassaient tout ce qu'elle avait connu. Plus troublante encore était la certitude de Ruth quant au sexe des bébés, et son étrange remarque sur leur attente. Comment des enfants à naître pouvaient-ils attendre quoi que ce soit? Le bruit de chevaux au loin interrompit la confusion de Martha. La voix de Samuel retentit depuis l'étage supérieur. « Ils sont là. Le tunnel est dégagé, mais on ne peut pas déplacer Ruth maintenant. » Ce qui se produisit ensuite fut consigné dans le journal privé de Martha Whitmore, un document resté caché dans sa famille pendant plus d'un siècle avant d'être découvert en 2003 lors de la rénovation d'une vieille ferme. Selon son témoignage, rédigé quelques jours seulement après les événements, le travail de Ruth s'accéléra brutalement, au moment même où les chasseurs d'esclaves arrivèrent à la maison de réunion. Mais il s'accéléra d'une manière qui défiait toute compréhension médicale. Le premier bébé naquit dans un silence total. Aucun cri, aucun son, hormis la respiration à peine audible de Ruth. Martha attrapa le nourrisson, un garçon parfaitement formé, et fut stupéfaite de constater qu'il respirait déjà normalement, les yeux ouverts et alertes. Avant même qu'elle n'ait pu couper le cordon ombilical, le deuxième bébé arriva, lui aussi dans un silence absolu, respirant et conscient dès l'instant de sa naissance. Le troisième suivit moins d'1 minute plus tard, achevant ce que Martha décrivit comme la naissance la plus anormalement naturelle que j'ai jamais vue. Mais le plus étrange restait à venir. Alors que Martha nettoyait et enveloppait les 3 nourrissons, des pas et des voix se firent entendre juste au-dessus d'elle. Les frères Garrett étaient entrés dans la maison de réunion et procédaient à une fouille minutieuse. De lourdes bottes parcourèrent le plancher de bois à quelques mètres seulement au-dessus des têtes des nouveau-nés. À un moment donné, quelqu'un se tint directement sur la trappe, dissimulant l'entrée du sous-sol. Durant tout ce temps, avec des hommes étranges et des chiens pisteurs juste au-dessus d'eux, les 3 bébés ne firent pas le moindre bruit. Pas un cri, pas un gémissement, pas même les petits sons que font tous les nouveau-nés. Ils restaient parfaitement immobiles dans les bras de leur mère, leurs yeux sombres et identiques, se déplaçant de gauche à droite, comme s'ils suivaient les mouvements de la fouille au-dessus. C'était comme s'ils comprenaient que leur survie dépendait d'un silence absolu. Ruth ne parla pas pendant la perquisition. Selon le journal de Martha, elle se contentait de tenir ses 3 fils et de leur murmurer des paroles dans une langue qui ne ressemblait à aucun dialecte que Martha ait jamais entendu. Plus tard, elle la décrivit comme des mots coulant comme de l'eau, doux et continus, semblables à une rivière glissant sur des pierres. La fouille dura près de 3 heures. Les Garrett furent méthodiques, minutieux et de plus en plus frustrés. Ils inspectèrent chaque pièce, chaque placard, chaque cachette possible. Leurs chiens reniflèrent les fondations de la maison de réunion et grattèrent même les planches du plancher à plusieurs endroits, mais ils ne découvrirent jamais l'entrée du sous-sol. Finalement, ils partirent, maudissant leur informateur pour lui avoir fourni de fausses informations. Ce n'est qu'après que le bruit des chevaux se fut complètement dissipé au loin que les 3 bébés émirent leur premier son. Et lorsqu'ils le firent, tous les 3 pleurèrent à l'unisson parfait, leur voix se mêlant en un seul cri plaintif et en temps qui semblait résonner dans les murs mêmes du sous-sol. Ruth mourut moins d'1 heure plus tard, d'une hémorragie que Martha ne parvint pas à stopper malgré toute son expérience des accouchements difficiles. Ces derniers mots, prononcés si doucement que Martha dut se pencher pour les entendre, furent « Ils sauront des choses. Ils sauront toujours. Prenez soin d'eux, mais souvenez-vous qu'ils ne sont pas comme les autres enfants. » La mort de Ruth laissa la communauté Quaker de Cedar Mills face à une situation impossible. 3 nouveau-nés sans père connu, sans famille, sans existence légale. Des enfants d'esclaves nés libres sur le sol de l'Ohio, mais sans aucun document pour prouver leur statut. Samuel Whitmore prit la décision qui façonnerait le reste de sa vie. La communauté élèverait les garçons collectivement. Chaque famille se relayerait pour s'occuper d'eux, tout en partageant la responsabilité de leur éducation. Les garçons furent nommés par la communauté selon la tradition Quaker. Caleb, Ezra et Isaac. Dès leur premier jour, il devint évident que les dernières paroles de Ruth n'étaient pas les divagations d'une femme mourante.
Les trois garçons n'étaient effectivement pas comme les autres enfants, mais d'une manière suffisamment subtile pour être attribués au hasard par quiconque ne les observait pas attentivement. Martha Whitmore, qui avait assumé la responsabilité principale de leurs soins durant leur première année, commença à tenir des notes détaillées sur leur comportement. Ces notes, découvertes avec son journal de naissance, offrent un aperçu troublant des premières manifestations des capacités inhabituelles des garçons. À l'âge de 6 mois, les triplés développèrent une habitude qui mettait mal à l'aise leurs soignants. Ils tournaient tous la tête dans la même direction exactement au même moment, se concentrant souvent sur des embrasures de portes ou des fenêtres vides où personne n'était visible. Lorsque quelqu'un apparaissait finalement à ces endroits, parfois plusieurs minutes plus tard, il s'agissait toujours d'une personne contrariée, en colère ou dissimulant quelque chose. Les garçons semblaient percevoir la détresse émotionnelle bien avant que les adultes ne puissent la détecter. À leur premier anniversaire, le schéma était devenu impossible à ignorer. Les triplés pouvaient identifier les mensonges avec une précision infaillible. Lorsque les membres de la communauté leur parlaient, les garçons réagissaient normalement aux déclarations sincères, mais détournèrent le regard et refusaient toute interaction avec quiconque mentait, même sur des choses insignifiantes. Au début, les adultes trouvaient cela amusant, voire utile. Si quelqu'un prétendait avoir accompli une tâche qu'il avait en réalité oubliée, les garçons le savaient immédiatement. Si un visiteur de la maison de réunion donnait un faux nom ou des informations trompeuses sur son passé, les triplés devenaient agités et refusaient de s'approcher de lui. Mais leur capacité allait bien au-delà de la simple détection du mensonge. En grandissant, les garçons semblaient apercevoir la tromperie sous toutes ses formes. Non seulement les mensonges verbaux, mais aussi les intentions cachées, les émotions dissimulées et les plans inavoués. Samuel Whitmore écrivit dans sa correspondance privée: « C'est comme si les garçons pouvaient voir directement dans le cœur humain et savoir ce qui s'y cache. Ce serait peut-être une bénédiction si cela ne semblait pas leur causer une telle détresse. Ils sont constamment conscients des petits mensonges et des pensées secrètes que chacun porte en soi, et cette connaissance semble être un fardeau plutôt qu'un don. » Encore plus troublantes étaient les réactions des garçons face à certains types de dissimulation. Ils manifestaient une détresse particulière en présence de personnes cachant des informations sur des disparitions ou des violences dissimulées. Au cours de leur deuxième année, un marchand itinérant nommé Thompson s'arrêta à la maison de réunion, affirmant se rendre à Columbus pour affaires. Les triplés devinrent si agités en sa présence qu'ils ne purent ni dormir ni manger jusqu'à son départ. 2 semaines plus tard, on apprit que Thompson avait été arrêté pour le meurtre de son associé, dont le corps avait été dissimulé dans le chariot de Thompson pendant sa visite à Cedar Mills. À l'âge de 3 ans, les garçons développèrent ce que la communauté commença à appeler le regard qui sait, une expression partagée qu'ils adoptaient lorsqu'ils se concentrèrent sur quelqu'un qui cachait quelque chose d'important. Tous les trois tournèrent la tête simultanément, leurs yeux sombres semblant transpercer la personne qui avait attiré leur attention. Le plus inquiétant était leur habitude de se murmurer des choses pendant ces épisodes, toujours dans cette étrange langue fluide que Ruth avait utilisée lors de leur naissance. Le docteur William Harrison, le médecin local qui suivait le développement des garçons, était à la fois fasciné et troublé par leur capacité. Dans une lettre adressée à un collègue du collège médical de l'Ohio, il écrivit « J'ai examiné ces enfants à de nombreuses reprises et ne trouve aucune anomalie physique pouvant expliquer leurs capacités perceptives inhabituelles. Leur ouïe, leur vision et leurs autres sens semblent normaux, peut-être légèrement plus aigus que la moyenne, et pourtant, ils démontrent de manière constante une connaissance de faits qui devrait être hors de leur portée. Je suis contraint de conclure que soit ces enfants possèdent une forme de capacité sensorielle inconnue de la science médicale, soit je suis victime d'une supercherie élaborée. Mais comment des enfants de 3 ans pourraient maintenir une telle supercherie dépasse mon entendement. L'impact des garçons sur les opérations du chemin de fer clandestin fut immédiat et profond. La rumeur de leur capacité se répandit discrètement à travers le réseau des stations et des conducteurs. Les chercheurs de liberté commencèrent à demander expressément à être dirigés vers Cedar Mills, sachant que les garçons pouvaient identifier les infiltrés et les traîtres avec une précision parfaite. La présence des triplés dans le sous-sol de la maison de réunion devint une garantie de sécurité. S'ils restèrent calmes et paisibles, les chercheurs de liberté savaient qu'ils étaient en présence d'alliés. Si les garçons devenaient agités ou refusaient d'entrer dans le sous-sol, c'était un signe certain que quelqu'un dans le groupe
n'était pas digne de confiance. Samuel Whitmore se retrouva dans la position inconfortable de dépendre de 3 jeunes enfants pour assurer la sécurité de l'une des stations les plus importantes du chemin de fer clandestin de l'Ohio. Mais la précision des garçons était indéniable. En l'espace de 3 ans, ils identifièrent 7 infiltrés potentiels, évitant ainsi ce qui aurait pu être des découvertes catastrophiques des opérations du réseau. Mais leur capacité avait un prix, qui devint de plus en plus évident à mesure qu'ils grandissaient. Les garçons étaient de plus en plus isolés des autres enfants, qui trouvèrent leurs regards intenses et leurs chuchotements dérangeants. Les adultes de la communauté, bien que reconnaissants de la protection offerte par les garçons, ne pouvaient se défaire du sentiment d'être constamment évalués et jugés. Même les personnes les plus honnêtes se sentaient mal à l'aise sous le regard attentif des triplés, sachant que chaque pensée et chaque émotion semblaient d'une manière ou d'une autre visibles pour eux. Le plus troublant était la prise de conscience croissante des garçons quant à leurs propres capacités et à l'effet qu'elles avaient sur les autres. À l'âge de 4 ans, ils avaient appris à modifier leur comportement en présence d'étrangers, rendant leur regard sachant, plus discret et leurs consultations murmurées plus privées. Mais cette conscience de soi semblait approfondir leur isolement, créant une barrière entre eux et le reste du monde, qui se renforçait à chaque année. L'année 1860 apporta des changements à Cedar Mills qui allaient mettre à l'épreuve les capacités des triplés d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. L'élection d'Abraham Lincoln avait enflammé les tensions dans tout l'Ohio, et les activités du chemin de fer clandestin devenaient de plus en plus dangereuses. Les maréchaux fédéraux menaient des raids plus fréquents, et des chasseurs de primes comme les frères Garrett opéraient avec une quasi-impunité. C'est durant cette période de danger accru que les garçons, désormais âgés de 4 ans, commencèrent à démontrer un nouvel aspect, plus perturbant encore, de leurs capacités. Ils ne se contentèrent plus de détecter la tromperie et les émotions cachées chez les personnes présentes. Ils semblaient percevoir la détresse émotionnelle de personnes situées à des kilomètres de distance. Le premier cas documenté se produisit par une froide matinée de janvier, lorsque les triplés devinrent soudainement extrêmement agités, bien qu'ils se trouvent en sécurité à l'intérieur de la maison de réunion chauffée, avec leurs soignants habituels. Tous les 3 commencèrent à pleurer simultanément, non pas les pleurs ordinaires d'enfants contrariés, mais un gémissement plaintif, exprimant une terreur et un désespoir profond. Martha Whitmore essaya tout ce qui lui venait à l'esprit pour les calmer, mais rien ne fonctionna. Les garçons continuèrent leurs pleurs de détresse pendant près de 6 heures, ne se taisant qu'au moment où le soleil commença à se coucher. 2 jours plus tard, un chercheur de liberté arriva à la maison de réunion avec des nouvelles dévastatrices. Un groupe de 11 personnes, dont 3 enfants, avait été capturé par des chasseurs d'esclaves à environ 65 km au sud de Cedar Mills. La capture avait eu lieu presque exactement au moment où les triplés avaient commencé à pleurer. Pire encore, le groupe capturé comprenait une femme enceinte qui avait accouché pendant l'attaque. La mère et l'enfant étaient de la mort d'exposition pendant le voyage brutal de retour vers le Kentucky. Samuel Whitmore fut profondément ébranlé par cet incident, mais le considéra comme une coïncidence, jusqu'à ce que cela se reproduise 3 semaines plus tard. Cette fois-ci, la détresse des garçons ne dura que 2 heures, mais fut encore plus intense. Lorsque la nouvelle arriva le lendemain, on apprit qu'un conducteur du chemin de fer clandestin avait été abattu, alors qu'il aidait une famille à s'échapper près de Portsmouth, dans l'Ohio. Là encore, exactement au moment où les triplés avaient montré des signes de détresse extrême. Le docteur Harrison, qui documentait le développement des garçons, fut appelé à les examiner après le 3e incident de ce type. Ses conclusions, consignées dans ses notes privées, étaient profondément inquiétantes. Lors des épisodes de perception apparente de détresse à longue distance, les pouls des garçons se synchronisaient, leur respiration devenait identique, et leur température corporelle chutait de plusieurs degrés. Plus remarquable encore, leur activité cérébrale semble augmenter de façon spectaculaire. Ils éprouvent manifestement une stimulation mentale intense. Malgré leur détresse apparente, je ne peux que conclure que leur système nerveux détecte, d'une manière ou d'une autre, des traumatismes émotionnels se produisant à grande distance. Bien que le mécanisme par lequel cela se produit soit totalement inconnu de la science médicale, les capacités de perception à longue distance des garçons semblent spécifiquement accordées aux situations impliquant la tromperie, la trahison et le danger mortel. Ils ne réagissaient jamais aux accidents ordinaires ni aux morts naturelles, mais détectaient invariablement les moments où quelqu'un était traqué,
trahis ou assassinés. Leur portée semblait couvrir la majeure partie du sud et du centre de l'Ohio, et peut-être même le nord du Kentucky. La réputation des capacités des triplés se répandit au-delà du réseau du chemin de fer clandestin. Des familles ayant des proches disparus commencèrent à faire le pèlerinage jusqu'à Cedar Mills, espérant que les garçons pourraient, d'une manière ou d'une autre, sentir si leurs êtres chers étaient encore en vie et où ils se trouvaient. Samuel Whitmore hésitait à exploiter les capacités des enfants de cette façon, mais les garçons eux-mêmes semblaient attirés par ces familles désespérées. Le cas le plus remarquable fut celui de la famille Brennan, dont la fille de 16 ans, Mary, avait disparu, alors qu'elle se rendait à Columbus pour rendre visite à des proches. La jeune fille était portée disparue depuis 3 mois lorsque ses parents arrivèrent à Cedar Mills, après avoir entendu des rumeurs au sujet de 3 enfants capables de retrouver des personnes perdues. Samuel refusa d'abord d'impliquer les garçons, mais Caleb, Ezra et Isaac s'approchèrent d'eux de leur propre initiative. Sans qu'on le leur demande, les triplés se placèrent devant Madame Brennan et commencèrent leur murmure synchronisé caractéristique. Après plusieurs minutes, Isaac s'avança et pointa vers le sud-est, en direction de la rivière Ohio. « Elle est là, dit-il simplement. Elle a peur, mais elle est vivante. L'homme qui l'a prise n'est pas celui qu'il prétend être. » Agissant sur la base de ces informations, les autorités locales fouillèrent une ferme isolée près de Chillicothe et y trouvèrent Mary Brennan enfermée dans une cave, avec 2 autres jeunes femmes qui avaient été enlevées par un homme se faisant passer pour un prédicateur itinérant. Le ravisseur fut arrêté et avoua plus tard qu'il comptait vendre les femmes à des réseaux de prostitution à la Nouvelle-Orléans. Le sauvetage de Mary Brennan marqua un tournant dans la manière dont la communauté percevait les triplés. Ils n'étaient plus simplement des enfants dotés d'une étrange capacité à détecter les mensonges. Ils devenaient autre chose, quelque chose qui mettait profondément mal à l'aise même leurs tuteurs Quakers. Les capacités des garçons gagnaient en puissance et en précision à chaque mois qui passait, et il ne semblait y avoir aucune limite à leur portée ni à leur exactitude. Mais ce qui était peut-être le plus troublant était leur détachement émotionnel croissant du monde qui les entourait. La conscience permanente de la tromperie, de la violence et de la souffrance humaine faisait des ravages. Ils souriaient rarement, jouaient peu et passaient de la majeure partie de leur temps, blottis les uns contre les autres, chuchotant dans leur langue privée. Lorsqu'ils interagissaient avec des adultes, leurs conversations étaient marquées par une sagesse et une tristesse impossibles à concevoir chez des enfants si jeunes. Dans ses dernières notes concernant les garçons avant sa mort en 1862, le docteur Harrison écrivit « Je crains que nous assistions à l'émergence d'êtres humains fondamentalement différents du reste de notre espèce. Leur capacité semble s'étendre plutôt que se stabiliser, et je suis incapable de prédire ce dont ils pourraient devenir capables en mûrissant. Plus inquiétant encore est le coût psychologique de leurs dons. Ces enfants sont témoins de davantage de souffrances humaines et de malveillance que la plupart des adultes n'en rencontrent au cours de toute une vie, et ils y sont exposés sans les défenses émotionnelles que les adultes développent avec le temps. Je ne sais pas quels hommes ils deviendront, mais je crains qu'ils ne deviennent des hommes à part, à jamais isolés par leur terrible connaissance de ce qui se cache dans le cœur humain. L'éclatement de la guerre de sécession en 1861 plongea les opérations du chemin de fer clandestin en Ohio dans un chaos sans précédent, mais créa également de nouvelles occasions pour les triplés de démontrer l'étendue réelle de leurs capacités extraordinaires. À mesure que les forces de l'Union et de la Confédération traversèrent les régions frontalières, les garçons commencèrent à manifester des réactions aux activités militaires qui défiaient toute explication logique. Samuel Whitmore remarqua ce nouveau phénomène pour la première fois durant l'été 1861, lorsque Caleb, Ezra et Isaac, alors âgés de 6 ans, montrèrent des signes d'agitation extrême pendant plusieurs jours consécutifs. Les garçons se tenaient aux fenêtres de la maison de réunion, regardant vers le sud en direction de la rivière Ohio, leur visage marqué par une expression d'horreur bien trop mûre pour leur âge. Lorsque Samuel leur demanda ce qui les troublait, Isaac, toujours le plus expressif des 3, se contenta de dire « Trop de gens vont mourir, tellement de gens ». 3 jours plus tard, la nouvelle arriva de la première bataille de Bull Run, où les forces de l'Union avaient subi une défaite dévastatrice. Le moment était impossible à balayer comme une simple coïncidence, d'autant plus que des incidents similaires commencèrent à se produire de plus en plus fréquemment. Les garçons semblaient percevoir les grands affrontements militaires plusieurs jours, voire plusieurs semaines,
avant que les nouvelles n'atteignent Cedar Mills, et leurs réactions émotionnelles correspondaient précisément à l'ampleur des pertes humaines. Plus troublante encore était leur capacité apparente à détecter des individus spécifiques parmi les milliers de soldats se déplaçant dans la région. En septembre 1861, un jeune soldat de l'Union, nommé Thomas Caldwell, s'arrêta à la maison de réunion alors qu'il rentrait chez lui en permission pour rendre visite à sa famille, à Marietta. Les triplés le regardèrent à peine qu'ils commencèrent immédiatement leurs murmures synchronisés, leur visage exprimant une tristesse profonde. Martha Whitmore, désormais âgée d'une soixantaine d'années, mais toujours principale responsable des garçons, leur demanda ce qu'ils ressentaient à propos du soldat. Ezra s'avança et parla d'une voix qui semblait trop vieille pour son petit corps. Il ne rentrera pas chez lui. L'homme censé être son ami le tuera pour son argent dans 3 jours, près du passage de la rivière. Thomas Caldwell rit en entendant cette prédiction, affirmant qu'il voyageait seul et qu'il n'avait pas d'argent digne d'être volé. Mais 3 jours plus tard, son corps fut retrouvé près d'un gué, à une trentaine de kilomètres à l'est de Cedar Mills. Il avait été abattu et dépouillé par un déserteur de sa propre unité, un homme nommé Patterson, qui prétendait être son ami, et avait organisé de voyager avec lui sur une partie du trajet. La précision de cette prédiction provoqua une onde de choc dans toute la communauté locale, mais ce n'était que le début. Au cours des mois suivants, les garçons commencèrent à formuler des prédictions de plus en plus spécifiques et inquiétantes concernant les personnes qu'ils rencontraient. Ils savaient quand quelqu'un allait mourir, souvent jusqu'au jour et à l'heure près. Ils pouvaient prédire trahison, désertion et actes de violence avec une précision infaillible. Plus terrifiante encore, ils semblèrent savoir quels chercheurs de liberté atteindraient le Canada avec succès et lesquels seraient capturés ou tués en chemin. Samuel Whitmore luttait avec les implications morales de ce savoir. Devait-il avertir les gens des dangers que les triplés prévoyaient? Devait-il tenter d'empêcher les tragédies qu'ils annonçaient? Ou bien ce savoir était-il trop dangereux pour être utilisé? Le poids de ces décisions était écrasant, d'autant plus que les garçons semblaient étrangement indifférents à la souffrance dont ils étaient témoins. Ils rapportaient mort et trahison avec le même détachement calme qu'ils auraient employé pour commenter le temps qu'ils faisaient. Mais à ce moment-là, les garçons auraient eu près de 70 ans, et tout espoir de les étudier avait depuis longtemps disparu. Samuel Whitmore vécut jusqu'en 1889, emportant avec lui le secret de ce qu'il avait été témoin durant le reste de sa vie. Dans ses papiers privés, découverts après sa mort, il écrivit « J'ai vu l'avenir de l'humanité, et cela me terrifie autant que cela m'émerveille. » Ces 3 garçons représentaient quelque chose de nouveau sous le soleil, quelque chose qui pouvait soit élever notre espèce à des sommets sans précédent, soit nous détruire complètement. Je prie pour que, où qu'ils soient allés, quoi qu'ils soient devenus, ils se soient souvenus de l'amour et de la bonté qu'ils ont reçus dans notre petite communauté. La station du chemin de fer clandestin de Cedar Mills continua de fonctionner jusqu'à la fin de la guerre de sécession, mais elle ne fut plus jamais la même après le départ des triplés. Sans leur capacité à détecter les infiltrés et les traîtres, l'opération devint de plus en plus dangereuse et plusieurs conducteurs furent capturés ou tués. La maison de réunion elle-même fut finalement abandonnée en 1878 et le bâtiment tomba lentement en ruine. Mais l'histoire des triplés ne s'acheva pas avec leur disparition. Au cours des décennies suivantes, des témoignages commencèrent à émerger à travers les États-Unis, faisant état de capacités perceptives inhabituelles. Une jeune fille en Pennsylvanie capable de prédire des accidents plusieurs jours avant qu'ils ne surviennent. Des jumeaux au Texas capables de localiser des personnes disparues avec une précision impossible. Un enfant en Californie capable de dire quand quelqu'un mentait simplement en le regardant. La plupart de ces récits furent rejetés comme du folklore ou des exagérations. Mais un schéma apparut pour ceux qui savaient quoi chercher. Ces enfants naissaient toujours pendant des périodes de grande violence ou de bouleversements sociaux. Leurs mères avaient souvent été exposées à des produits chimiques industriels ou à des substances toxiques durant leur grossesse, et les enfants eux-mêmes manifestaient la même sensibilité électromagnétique que celle documentée par la docteure Hartwell chez les triplés de Cedar Mills. La recherche génétique moderne a confirmé ce que la docteure Hartwell soupçonnait dès 1863. Un stress environnemental extrême combiné à l'exposition à certaines substances toxiques peut déclencher des mutations génétiques rapides, transmises aux générations suivantes. Les triplés représentaient l'un des premiers cas documentés d'évolution humaine induite par le stress, un phénomène que les scientifiques
reconnaissent aujourd'hui comme bien plus courant qu'on ne le pensait auparavant. Des études récentes ont identifié au moins 47 cas documentés d'individus dotés d'une sensibilité électromagnétique accrue nés entre 1850 et 1900, principalement dans des régions touchées par la pollution industrielle ou les conflits militaires. Bien que la plupart de ces individus aient mené des vies discrètes et n'aient jamais développé leurs capacités au niveau démontré par les triplés de Cedar Mills, leur héritage génétique a continué à se diffuser au sein de la population américaine. La docteure Sarah Chen, neurologue à l'université Johns Hopkins, qui consacre depuis 20 ans ses recherches à la sensibilité électromagnétique chez l'être humain, estime que les descendants de ces premiers cas pourraient représenter jusqu'à 0,1% de la population américaine actuelle. Nous observons l'émergence d'une variante humaine possédant des capacités sensorielles que notre espèce n'a jamais eues auparavant, expliqua-t-elle lors d'une interview en 2019. Ces personnes ne sont ni télépathes ni médiums. Ce sont des êtres humains dotés d'une sensibilité neuronale accrue qui leur permet de détecter les schémas électromagnétiques générés par les cerveaux d'autres êtres humains. Les implications pour les forces de l'ordre, la sécurité nationale et la société humaine dans son ensemble sont profondes. Si la Dr Chen a raison, il pourrait exister des milliers d'Américains possédant un certain degré de capacité à détecter la tromperie, à ressentir des émotions cachées ou à localiser des personnes disparues. La plupart ignorent peut-être même leurs capacités, attribuant leurs intuitions justes à de simples coups de chance ou à des coïncidences. Mais l'aspect le plus fascinant de ces recherches concerne peut-être ce qu'elles suggèrent quant à l'avenir de l'évolution humaine. Si le stress environnemental peut déclencher des changements génétiques rapides améliorant la perception humaine, quelles autres capacités pourraient émerger à mesure que notre espèce affrontera de nouveaux défis? Et si les triplés de Cedar Mills avaient raison en affirmant que leurs capacités se renforceraient à chaque génération, de quoi leurs descendants seraient-ils capables aujourd'hui? La réponse à cette question est peut-être plus proche que quiconque ne l'imagine. En 2003, lors de la rénovation d'une vieille ferme du sud-est de l'Ohio, des ouvriers découvrirent une pièce cachée, contenant des documents soigneusement préservés depuis plus d'un siècle. Parmi ces papiers se trouvait une lettre datée de 1923, rédigée dans 3 écritures différentes, mais signée d'un seul nom, les enfants de Cedar Mills. Adressée aux générations futures capables de comprendre, la lettre contenait des registres généalogiques détaillés, retraçant les descendants des 3 garçons disparus en 1863. Selon ces documents, les triplés avaient bel et bien survécu à leur disparition, vécu de longues vies et engendré de nombreux enfants ayant hérité de leurs capacités accrues. Plus étonnante encore, la lettre contenait des prédictions précises concernant des événements futurs qui se sont depuis réalisés, les dates exactes des 2 guerres mondiales, le lieu des essais de la bombe atomique, l'année de l'alunissage, ainsi que des dizaines d'autres événements historiques qui ne se produiraient que des décennies après la rédaction de la lettre. La lettre se concluait par un message à la fois rassurant et profondément troublant pour ceux qui l'ont étudié. Nous sommes toujours là. Nous observons toujours. Nous avons grandi en nombre et en capacité à chaque génération, comme nous l'avions promis. Le temps approche où l'humanité aura besoin des dons que nous portons. Et lorsque ce moment viendra, nous serons prêts. D'ici là, nous restons cachés, apprenant, grandissant, et nous préparant au jour où le monde sera enfin prêt à accepter ce que nous représentons. La prochaine étape de l'évolution humaine. La lettre était accompagnée d'une adresse contemporaine dans l'Ohio et d'une instruction simple. Lorsque vous serez prêt à en savoir plus, rendez-vous à cet endroit à l'anniversaire de notre naissance. Nous vous y attendrons. Le 23 février 2024 marqua le 168e anniversaire de la naissance des triplés. Selon des rapports locaux, plus de 50 personnes se rassemblèrent ce jour-là, à l'adresse indiquée. Des chercheurs, des descendants de participants au chemin de fer clandestin, et des individus affirmant posséder des capacités similaires à celles démontrées par les triplés originaux de Cedar Mills. Ce qui s'est produit lors de cette réunion demeure inconnu. Les personnes présentes ont refusé de parler de ce qu'elles ont vu, et aucun compte rendu officiel de l'événement n'existe. Mais dans les mois qui suivirent, plusieurs des participants commencèrent à collaborer sur des projets liés à des affaires de personnes disparues, à des enquêtes criminelles et à des recherches psychologiques. La Dr Chen, qui faisait partie des personnes présentes lors de la réunion de février, se contente de dire que l'héritage des triplés de Cedar Mills est loin d'être terminé. En réalité, il ne fait peut-être que commencer.
l'histoire de trois garçons nés dans un sous-sol durant l'une des périodes les plus sombres de l'histoire américaine continue de se déployer plus d'un siècle et demi plus tard, qu'il représente le plus grand espoir d'évolution de l'humanité, où sa mutation la plus dangereuse reste à déterminer. Mais une chose est certaine, quelque part, les descendants de Caleb, Ezra et Isaac observent encore, apprennent encore et se préparent encore à ce qui viendra ensuite. Et si les capacités de leurs ancêtres à prédire l'avenir demeurent exactes, ce prochain chapitre de l'évolution humaine pourrait arriver plus tôt que quiconque ne l'imagine. Ce mystère nous montre que les limites de la perception humaine sont peut-être bien plus flexibles que nous ne l'avons jamais cru, et que des circonstances extraordinaires peuvent parfois donner naissance à des êtres extraordinaires. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que l'évolution humaine puisse connaître de tels bonds sous des conditions extrêmes? Avez-vous déjà vécu des moments d'intuition si précis qu'ils semblaient impossibles? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre opinion sur les triplés et dire si vous pensez que leurs descendants pourraient encore être parmi nous aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce récit et souhaitez découvrir d'autres mystères qui remettent en question tout ce que nous croyons savoir sur les capacités humaines, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette histoire avec quelqu'un qui aime les récits, brouillant la frontière entre la science et l'impossible. À bientôt dans la prochaine vidéo, où nous explorerons un autre secret sombre enfoui dans le passé de l'Amérique.